Amis téléspectateurs, bonjour. Je suis bien heureux de vous retrouver ce samedi dans le cadre du Forum libéral. Je vais consacrer ce journal, si vous voulez, à Haïti et au peuple haïtien. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai travaillé en Haïti pour le compte des Nations Unies et j'ai pu comprendre ce qui se passe dans ce pays. Actuellement, on peut dire que Haïti meurt à petit feu et les Haïtiens manquent de tout. De A à Z, ils manquent de tout, alors que le peuple, en sa grande majorité, manque de tout, mais il y a les oligarques qui ont toujours bénéficié de toutes les plates-bandes et ont toujours tiré profit des valeurs de ce pays, des capacités de ce pays pour s'enrichir. Et voilà le document de base. Vous voyez ça là? Ce document, c'est l'ordonnance de Charles X, le roi de France à l'époque. Et cette ordonnance dit quoi? Je vais vous le lire intégralement. Je vais vous demander de l'enregistrer et surtout de le partager parce que nous devons tous savoir ce qui s'est passé en Haïti pour que ce pays soit dans la situation où il est actuellement. Voilà le document que je considère comme criminel. Le mot n'est pas trop fort. Je sais que je vais me faire des ennemis supplémentaires, mais comment voulez-vous? J'ai 80 ans, c'est pas maintenant que je vais remettre mon drapeau dans ma poche sans le déployer. Je suis ce que je suis et j'ai toujours dit ce que je pense. Aujourd'hui, je vais même sortir de ma réserve puisque je suis un diplomate. Il y a des choses que je ne devrais pas dire, mais aujourd'hui, je vais vous le dire pour que vous compreniez bien dans quelle situation que nous nous trouvons et qu'est-ce qui peut nous arriver, nous aussi, demain. Voilà l'ordonnance de Charles X, roi de France. Charles, par la grâce de Dieu, écoutez bien, hein, ce document criminel a été fait par la grâce de Dieu. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Vu les articles 14 et 73 de la Charte, voulant pouvoir à ce que réclame l'intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons, malheurs des anciens colons, retenez ces mots-là, de Saint-Domingue, et l'état précaire des habitants actuels de cette île. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. Article 1er. Les ports de la partie française de Saint-Domingue seront ouverts au commerce de toutes les nations. Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l'arrivée qu'à la sortie, seront égaux et uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillon français, en faveur duquel ces droits seront réduits de moitié. Article 2. Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la Caisse fédérale des dépôts et consignations de France, en 5 termes égaux d'année en année, le premier échéant au 31 décembre 1825, la somme de 150 millions de francs destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité. Vous voyez? Donc, la France a perdu la guerre contre l'armée haïtienne, mais a prévu de dédommager les anciens colons qui possédaient, selon la France à l'époque, une richesse au travers des esclaves qui étaient considérés comme des meubles. C'était des produits qu'on pouvait vendre comme on peut soulier, quoi. Article 3.
Nous concédons à ces conditions, par la présente ordonnance aux habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue, l'indépendance pleine et entière de leur gouvernement, et sera la présente ordonnance scellée du grand sceau donné à Paris au château de Tuileries le 17 avril de l'an de grâce 1825 et de notre règne le 1er. Alors, le 17 avril 1825, sous la Restauration, une ordonnance du roi Charles X reconnaît l'indépendance contre une indemnité d'indépendance. Le 3 juillet suivant, une escadre de 14 navires de guerre se présente devant Port-au-Prince et l'émissaire du roi, le capitaine de vaisseau de Mâcon, se rend à terre pour informer le président Boyer de la décision du gouvernement français et le sommet, sous peine d'une déclaration de guerre et du blocus de tous les ports haïtiens, d'accepter les conditions de l'ordonnance qui, outre le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs aux anciens colons, comprend l'octroi de privilèges douaniers exclusifs au commerce français. Boyer vit là l'occasion de faire accéder enfin son pays à la reconnaissance internationale, accepta l'ultimatum, ce qui lui fut vivement et longtemps reproché par la suite. L'indemnité de montant initial de 150 millions de francs sera réduite à 98 millions en 1838, soit approximativement le prix de la vente de la Louisiane aux Américains. Les autorités haïtiennes finissent de payer en 1886, soit au bout de 61 ans. Cette somme était destinée à dédommager les colons français pour leurs propriétés perdues, mais seules 11 000 des personnes indemnisées sur 25 000 sont d'anciens colons. Les autres sont des héritiers auxquels les banques françaises demandent le remboursement des prêts consentis à leurs parents pour l'achat des terres et esclaves. Ce sont finalement les banques les principales bénéficiaires. Je poursuis. Ce sont les exportations haïtiennes de l'année 1823 qui ont servi de base. Soit 30 millions de francs et 15 millions ont été soustraits au titre des coûts de production. Il a ensuite été appliqué une règle française traditionnelle de valorisation des biens à 10 ans de revenus nets d'exploitation, soit 150 millions. À cette époque, il a été observé que cela représentait le seul montant total des exportations de la colonie et en 1789. Il semble par ailleurs que le gouvernement haïtien comptait sur un trésor de 250 millions amassé par le roi Christophe et sur le rendement des mines d'or de la partie est de l'île qui venait d'être occupée. Mais les exportations étaient en décroissance. Seuls 10 millions du trésor de Christophe ont été récupérés et les mines d'or se sont avérées épuisées. Par ailleurs, l'excédent budgétaire du pays était très faible, comme l'ont reconnu les banquiers prêteurs de l'État haïtien, Jacques Lafitte. Il est estimé que c'est la charge très lourde de cette dette qui a conduit en 1910 à l'achat d'importantes de la Banque de la République d'Haïti par la Banque américaine National City. Une opération qui est en prélude à l'occupation américaine de 1915 à 1934. C'est en effet une plainte de non-remboursement de dettes des banques américaines qui a formellement déclenché l'opération. Il est à noter que les États-Unis
ont pris prétexte de l'accord haïtien sur le paiement de l'indemnité pour maintenir leur refus de reconnaissance de l'État haïtien. Une position qui est en relation avec le préjugé racial contre les Noirs à l'époque et la nouvelle doctrine Monroe. C'est seulement en 1865 que les États-Unis reconnaîtront Haïti. Cette décision sous la présidence d'Abraham Lincoln coïncide avec la proclamation d'émancipation qui met fin à l'esclavage aux États-Unis. Le 7 avril 2003, conjointement avec les manifestations de rue du mouvement Lavalas qui scanda restitution, le président Aristide demande à la restitution par la France de l'indemnité d'indépendance. Il estime son montant actualisé à environ 20 milliards d'euros. Le 2 juin 2003, le président Jacques Chirac répond « J'ai la plus grande sympathie pour le pays et pour sa population et nous aurons de surcroît une coopération importante et nous apporterons à Haïti une aide non négligeable. » Avant d'évoquer des contentieux de cette nature, je ne saurais trop conseiller aux autorités haïtiennes d'être très vigilantes sur, je dirais, la nature criminelle et antidémocratique de leur action et de leur régime. À la suite du départ d'Aristide en février 2004, le nouveau Premier ministre Gérard Lafortune déclare abandonner cette requête. C'est-à-dire que Gérard Latortue, a décidé qu'il ne demande plus le remboursement. Mais, entre-temps est arrivé Jovenel Moïse. Et Jovenel Moïse, pour moi, a eu un petit peu le même parcours que Mikhail Gorbatchev. En 1989, Mikhail Gorbatchev a décidé d'arrêter la guerre froide et de lancer la perestroïka, qui a permis la réunification de l'Allemagne, qui était partagée en deux parties, l'Allemagne fédérale et l'Allemagne communiste, l'autre partie, l'Allemagne de l'Est. Et Jovenel Moïse, lui, à son tour, il a décidé d'arrêter la corruption, des marchés pour des travaux qui théoriquement pouvaient coûter 10 millions de dollars étaient facturés 50 millions. Et 40 millions entraient dans les poches des oligarques, Et lui, Gorbatchev, puisqu'il avait tenté la perestroïka, quand il est mort, Poutine a refusé de lui faire des obsèques nationales en disant que c'est à cause de lui que la Russie et que surtout l'Union soviétique a disparu et que lui, dans sa tête, il veut reconstituer pas seulement la Grande Russie, mais remettre en place l'Union soviétique. Vous vous rappelez ce que j'avais déjà dit ici même, à l'occasion d'un événement qui s'est produit en France. Il y avait un opposant au roi du Maroc. Et cet opposant a disparu. Jusqu'à présent, personne ne sait qu'est-ce qu'il est devenu. C'était M. Ben Barka. Ben Barka était un opposant farouche au roi du Maroc. Et le roi du Maroc était, bien sûr, un prince, un roi adulé, mais très dur, avec un ministre de l'Intérieur, Oufkir, qui était très dur lui-même. Et c'est ainsi qu'avec l'aide de quelques barbouzes français, Ben Barka a disparu et jusqu'à présent, personne ne sait qu'est devenu Ben Barka. Et un jour à la télévision, le président Charles de Gaulle a dit ceci. Alors je vous rappelle que Charles de Gaulle était général, mais c'est le premier grade de général qu'il avait le grade de général de brigade.
Mais ça n'a pas empêché qu'en étant général de brigade, il a fomenté une résistance contre l'Allemagne nazie, où il avait sous ses ordres des généraux plus gradés que lui, voire même un maréchal, le maréchal Leclerc. Alors, à la télévision de France, on l'a interviewé sur cette affaire Ben Barka. Il a dit ceci, que je vous dis textuellement. C'est ce petit trou du cul, Hassan II, qui a fomenté un tel méfait dans mon pays. Vous avez bien entendu? Ce petit trou du cul de Hassan II, qui était roi. Mais le général de Gaulle n'a pas hésité à le traiter de petit trou du cul. Et je peux vous dire que si aujourd'hui de Gaulle était présent, il aurait dit de Poutine, ce petit trou du cul de Poutine qui est en train de créer une troisième guerre mondiale. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes chers amis. Alors, je dis, ça c'est mon opinion personnelle, le peuple haïtien ne sortira jamais du joug dans lequel il se trouve s'il ne prend pas lui-même sa destinée en main. Jovenel, dans son désir d'émanciper son pays, ancien Dessalinien, puisque on le considère comme le fils spirituel de Dessalines, voulait mettre les choses en ordre en Haïti. Il voulait combattre la corruption, réduire le pouvoir des oligarques, parce que le pays, Haïti, est entre les mains d'oligarques. C'est clair. C'est eux qui sont dans tous les systèmes, alimentation, meubles, pétrole, tout le temps, c'est eux. Donc, ils voulaient modifier ça pour faire une distribution au peuple, comme l'a voulu Dessalines. Parce que Dessalines est mort parce qu'il a osé dire qu'il fallait faire une réforme agraire à son époque. Et les, comment ils les appellent déjà, les Pétions et autres bourgeois de l'époque entendaient les choses autrement. Et si bien que le pays s'est trouvé divisé en deux parties, il y avait une République du Sud, qui était gérée par Pétion, et une République du Nord qui était gérée par Dessalines. Enfin bref, on va pas faire ici un cours d'histoire, c'est pas le propos, mais je veux dire au peuple d'Haïti et des Haïtiens en général que s'ils ne prennent pas en main leur destinée, rien ne changera dans ce pays. Imaginez-vous que le président du pays frontalier, la République dominicaine, a demandé à l'ONU d'envoyer des militaires, comme ce fut le cas dans le temps passé, pour juguler l'action des gangs. Mais les gangs sont composés de quoi? Les gangs sont composés de Haïtiens qui se révoltent. Eh bien, le président Abinader de Saint-Domingue a décidé carrément de demander par son ministre des Affaires étrangères que l'ONU envoie des militaires en Haïti. Mais les Haïtiens n'entendent pas ça de cette oreille-là. Hein. Les Haïtiens voient dans cette action-là une nouvelle occupation. Et rappelez-vous que si aujourd'hui il y a le choléra en Haïti, c'est par l'ONU que le choléra est arrivé en Haïti. Par l'ONU. Et jusqu'à présent, on n'a jamais été dédommagé. Autrement dit, les populations d'Haïti, ce sont des gens volontaires, travailleurs, tout le temps sur le métier. Je les ai vus travailler, ils fonctionnaient pendant plus de 6 ans en Haïti, avec mon épouse et mes enfants. Et mon épouse est tellement engagée dans cette affaire de d'aide
qu'elle allait distribuer elle-même l'aide un petit peu partout sur le territoire d'Haïti. Enfin, pour vous dire que maintenant, nous sommes en Guadeloupe et nous avons des immigrés haïtiens sur notre territoire. Nous devons les aider. Les aider surtout à prendre conscience de l'enjeu actuel. Si rien ne change maintenant, cette ordonnance du roi Charles X va durer toute l'éternité. Il y aura toujours un proconsul qui viendra pour dire « Ah non, voilà le texte de l'ordonnance, il faut abolir cette ordonnance complètement. » Parce qu'on a menacé Boyer d'envoyer une escadrille pour aller reconquérir Haïti s'il n'avait pas signé cette ordonnance. Et dans sa sagesse, Boyer a signé. On le lui a reproché, tout comme on a reproché à Gorbatchev d'avoir créé la perestroïka. Les gens qui sont au pouvoir et qui tirent profit des deniers du pays ne changeront jamais, y compris en Guadeloupe d'ailleurs. Et c'est pourquoi j'ai salué avec insistance le geste de M. Bernard Ayotte, qui a offert 100 000 euros pour les communes sinistrées. Certes, vous me direz que 100 000 euros sortis des bénéfices de M. Bernard Ayotte, c'est peu de choses, mais le geste compte. Il a manifesté sa solidarité envers ses consommateurs, parce qu'il a plusieurs entreprises, et ce sont les Guadeloupéens qui achètent entre ses mains et qui permettent que sa richesse augmente. Il a décidé de partager une partie de ses bénéfices, 100 000 euros. On doit le saluer. Et on aurait bien aimé que d'autres qui tirent profit, justement, de la consommation, je ne vais pas les citer parce qu'ils vont être fâchés contre moi. Il y a déjà suffisamment d'ennemis. J'ai 80 ans maintenant, comme je vous l'ai déjà dit. Je ne recherche pas d'autres ennemis supplémentaires, mais comme voulez-vous, hélas, dès que je prends la parole, je dérange. Alors, je vais continuer à déranger, mais je ne vais pas citer les noms de ceux qui pourraient faire un geste, mais il est certain que nous sommes à la croisée des chemins. Il y a le directeur de cabinet du ministre qui est venu pour apporter un apaisement, mais au lieu d'un apaisement, il a mis de l'huile sur le feu. Si bien que les résistants ont décidé de mener une grande marche à Pointe-à-Pitre pour protester contre les difficultés qui persistent pour les soignants. Il est temps que cela cesse. Quand on crée une loi, on peut faire rapidement une autre loi qui détruit ce que la loi précédente a fait. Alors, à bon entendeur, salut. Et moi, de mon côté, je tiens à vous remercier chaque samedi pour l'écoute que vous portez à mes propos et que vous en témoignez dans vos commentaires. Je vous remercie infiniment. Et ce qui me permet chaque samedi de revenir avec d'autres éléments que je soumets à votre réflexion. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, ce document-là, vous devez l'enregistrer et le partager parce que tout le monde doit savoir ce qui s'est passé depuis 1804, après la révolution haïtienne, qui a pris sa liberté. Les Haïtiens, on n'a pas aboli l'esclavage en Haïti. C'est le peuple haïtien qui a pris sa liberté. Et ça, on ne lui pardonne pas ça jusqu'à présent. À bon entendeur, salut, mes amis téléspectateurs. J'espère vous retrouver samedi prochain en pleine forme et toujours disposé à écouter mes propos dans le cadre du Forum libéral. Prudent sur les routes puisqu'il pleut, mais c'est très, très tendancieux. Il pleut, il ne pleut pas, il pleut, il ne pleut pas. Il fait chaud, il fait froid. Le soir, par exemple, hier soir, je peux vous assurer, j'avais mis la climatisation à 27, mais la température est descendue à 23. Alors imaginez-vous bien qu'il faisait froid dans ma chambre.
Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.